Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec au sommaire aujourd'hui, mon invité, c'est Charles-Adrien Louis, co-gérant de BL Evolution. Avec lui, on va parler des bassines agricoles réclamées par de nombreux agriculteurs, rejetées par d'autres et critiquées par plusieurs associations de défense de l'environnement. On vous explique tout dans une minute. Notre débat, il porte sur les startups du marché de l'électricité et des énergies renouvelables. Vous verrez comment elles sont accompagnées par l'incubateur du groupe Total Energy. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Albatras, marque de vêtements et d'accessoires engagés. Agriculture, énergie, mode, 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact. Bonjour Charles-Adrien Louis, bienvenue. Vous êtes donc co-gérant de BL Evolution, spécialisé dans les enjeux de transition écologique. C'est quoi BL Evolution? C'est un cabinet de conseil? Tout à fait, c'est un cabinet de conseil en transition écologique qui accompagne différents types d'acteurs, des entreprises, des collectivités territoriales, des acteurs publics, dans la compréhension des enjeux de transition écologique. Vous avez publié avec Terre de Lutte une étude intitulée « Projet local, impact global » sur, on va dire, la compatibilité parfois difficile à trouver entre la transition écologique et la réalité de terrain. Vous pointez des études d'impact incomplètes, vous dites qu'on dépense finalement pas mal d'argent et d'énergie sur des projets qui sont mal ficelé ou pas forcément écologique, on ne s'est pas posé les bonnes questions avant d'investir, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors déjà, d'une part, c'est une problématique de transversalité des enjeux. Souvent, on réfléchit les problèmes un par un. On va réfléchir aux problèmes d'artificialisation sans se poser les questions de consommation d'autres ressources ou d'énergie fossile, etc. Et puis souvent, en fait, c'est pas vraiment les bons impacts qui sont mis en avant. Donc, je vais prendre un exemple. Quand on construit un centre commercial aujourd'hui en France, on va parler de l'artificialisation des sols, qui est certes importante liée à ce centre commercial, mais en réalité, l'impact global du centre, c'est essentiellement la construction des produits qui seront vendus dans le centre commercial. Et ça ne fait pas partie des études d'impact. On ne dit pas qu'est-ce que ça va générer comme trafic supplémentaire non plus. Et donc, en fait, on voit qu'il y a une espèce de réflexion en silo qui ne permet pas justement de comprendre la systémique et la systématique de toutes les problématiques environnementales. Oui, alors c'est vrai là pour l'artificialisation des sols, donc les centres commerciaux, mais pour pas mal d'autres projets. Moi, c'est ce que votre étude, elle est quand même assez critique. Mais en fait, elle montre que on a aujourd'hui la volonté de se fixer des grands objectifs nationaux, souvent à une échéance moyen-long terme, 2030, 2050. Et puis la réalité du terrain, en fait, elle est tout autre. On continue comme avant, si je puis dire. On intègre ça dans une réflexion un peu de long terme, mais les projets qui sont là, on a envie de les continuer, de les maintenir. Et un projet, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais l'intégralité des projets qui sont encore en cours, en fait, ce que l'on voit, c'est que ça rend incompatible l'atteinte de nos objectifs. On va parler des méga-bassines et commencer par une définition. C'est quoi une méga-bassine ? Alors, une bassine, c'est la capacité d'avoir un stock d'eau qui va être disponible en surface. Donc, méga-bassine, on va l'utiliser pour une bassine qui est de taille très importante. Donc, on va parler de plusieurs hectares, en général entre 5 et 15 hectares, qui vont être artificialisés, sur lesquels on va poser une bâche en PVC et qu'on va remplir d'eau. Donc ça, après, on va pouvoir discuter de comment est-ce qu'on les remplit d'eau et qui seront ensuite à disposition des agriculteurs irrigants qui sont connectés à cette bassine pour irriguer leurs champs dans les périodes d'été. Alors justement, je vais commencer par l'utilité pour les agriculteurs. Pourquoi ils sont assez nombreux à en réclamer et à les utiliser? Oui, alors il y a une double problématique qui est liée au cycle de l'eau. On a de plus en plus de sécheresse, on a un cycle de l'eau qui se perturbe et aujourd'hui, l'eau, on la puise dans les nappes phréatiques essentiellement. Or, il arrive des périodes où on n'a plus assez d'eau dans ces nappes phréatiques et donc se pose la question de comment est-ce qu'on va pouvoir avoir cette eau à disposition. Et la deuxième problématique, c'est que comme on est dans une forme de course à des rendements plus importants, eh ben, on a besoin de cette eau, enfin en tout cas, certains agriculteurs vont utiliser cette eau pour accroître la productivité de leurs exploitations agricoles et produire plus de matière finalement avec autant de surface. Quelles sont les principales critiques qui sont dites par les opposants aux bassines ? Alors, la critique principale, c'est d'une part la perturbation de ce cycle de l'eau. C'est-à-dire que l'eau a un cycle naturel, elle est présente dans les nappes phréatiques, elle va être connectée aux rivières et puis elle va ensuite terminer sa course dans les océans. Là, en fait, le principe de ces bassines, c'est de pomper en hiver de l'eau dans ces nappes phréatiques pour l'avoir à disposition en été. Ça peut imposer un problème sur ce cycle de l'eau, justement, à l'intérieur de ces nappes phréatiques. L'eau que l'on prend ici ne sera pas disponible
en aval. Donc ça peut avoir des perturbations là-dessus. L'autre problématique, c'est que cette quantité d'eau qui est très importante, parce qu'avant, les agriculteurs utilisaient, simplement ils pompaient directement en été dans les nappes phréatiques. Aujourd'hui, ils vont pomper en hiver pour pouvoir l'utiliser. Cette eau va être soumise à plus d'évaporation puisqu'elle est en surface. Et puis surtout, elle ne va pas être disponible pour tout le monde. C'est-à-dire que seuls quelques agriculteurs sont connectés en fait à une méga bassine. En moyenne, dans l'étude, sur les bassines que l'on a regardées, il faut se dire que pour une bassine qui fait 10 hectares, on a moins d'une dizaine d'agriculteurs qui sont connectés réellement à cette bassine. Et donc tous les autres irrigants, tous les autres agriculteurs n'ont plus accès à leurs ressources. Oui, donc c'est une forme, alors c'est pas la première fois, hein, de captation ou de privatisation de l'eau, c'est ça aussi la critique qui est faite. On peut le voir complètement comme ça, c'est-à-dire une forme de privatisation, alors même si parfois elle va être en lien avec des acteurs publics, mais c'est une forme d'accaparement de l'eau pour certaines cultures au détriment d'autres, et des cultures qui ne sont pas réfléchies aujourd'hui dans une vision de quelle sera l'agriculture dans 10 ans, dans 20 ans, avec les sécheresses qui vont s'accumuler, avec l'augmentation des épisodes caniculaires comme on l'a connu aujourd'hui. Et en fait, on veut continuer de produire des cultures qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de beaucoup d'eau, alors que ces cultures aujourd'hui ne sont peut-être plus compatibles. Alors la question qui vient, c'est est-ce qu'on peut nourrir la planète sans agriculture intensive, en fait on en arrive à cette question. Oui, tout à fait. Alors, la question qui est sous-jacente derrière, c'est toujours, est-ce qu'on peut nourrir la planète en conservant le même régime alimentaire que le régime occidental, en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, 70% des champs sur la planète servent à nourrir des bêtes qui servent à nourrir des humains. Donc, ce qui veut dire que passer à une alimentation plus végétale, je ne parle pas de devenir tous véganes, hein, mais diminuer par 2 la consommation de viande dans les pays comme les nôtres, c'est-à-dire environ 45 kg de viande par semaine. Aujourd'hui, on est à 90, 45, ça fait à peu près 45 kg par an, pardon. Ça fait à peu près 1 kg par semaine, ce qui reste considérable par rapport à 90, divise par 2 la pression sur les sols. Et donc, en diminuant la quantité de surface de champs, et là je ne parle pas des alpages ou je ne parle pas des champs qui vont être véritablement utilisés dans une forme d'agriculture extensive, d'élevage extensif, mais vraiment des champs, on parle souvent des champs de soja, des champs de maïs, etc., de la culture qui va être utilisée essentiellement pour nourrir du bétail qui va être en captage sur caillebotis, qui va ensuite servir à nourrir l'humain, qui en fait est un processus qui demande énormément de surface pour peu de nourriture finale. Donc on peut nourrir toute la planète, il suffit simplement de changer de régime. Et sinon, il n'y a pas d'autre choix que de maintenir une agriculture intensive qui est, dont le modèle, on le voit, est un peu contradictoire. C'est-à-dire que vous nous faites la démonstration qu'on va dans le mur, ne serait-ce que sur le cycle de l'eau, par exemple. Oui, de toute façon, on va dans le mur. La question, c'est à quelle vitesse. L'agriculture intensive, telle qu'on la pratique aujourd'hui, appauvrit les sols. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus de nutriments dans les sols, donc on les importe, on met des ajouts dans les sols, mais à un moment donné, on va se retrouver avec des sols qui vont se désertifier. Aujourd'hui, quand on voit, quand on prend des images, on projette des images de l'Irak, de ces vallées-là, en fait, c'était la Mésopotamie, c'était là où on a eu le berceau de l'agriculture. C'était des régions qui étaient luxuriantes. Aujourd'hui, elles sont désertiques. Pourquoi ? Parce qu'on a fait de l'agriculture, on a intensifié, on a appauvri les sols jusqu'à ce que ça se transforme en désert. La question, c'est en combien de temps est-ce qu'on va avoir ces mêmes conditions dans nos pays ? La Charente-Maritime, qui est depuis longtemps au cœur des contestations anti-bassines, le département vient de dire oui aux bassines, malgré les manifestations, malgré les recours en justice. Je vais citer la présidente du département, il faut encourager les agriculteurs sans leur mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais pour moi, ça m'inspire ça et puis d'autres réflexions. C'est l'absence de volonté de planification, l'absence de compréhension des enjeux et l'absence de réflexion à long terme. Et donc aujourd'hui, c'est sûr, quand on voit l'agriculture telle qu'elle est, quand on voit les problématiques de sécheresse, etc., on se dit c'est une solution qui marche à court terme. On va la mettre, on va construire des méga-bassines. Il y aura de l'eau pour les agriculteurs l'été. Alors du coup, c'est-à-dire qu'il n'y en aura plus pour d'autres personnes. En aval, pour les ménages, on va déjà en France, on a dans certaines régions en été des ménages qui doivent être approvisionnés en camion-citerne. Hein, donc on a une vraie problématique de ressources d'eau. Elle est pas. Oui, on a vu le stress hydrique, il est là, quoi. On l'a vu à l'œuvre. Cette année, d'ailleurs, on a des conditions assez particulières qui peuvent faire craindre des sécheresses importantes. Et donc, quand on entend au niveau de la préfecture ça, c'est qu'on se dit il n'y a pas une réflexion globale sur le territoire de c'est quoi l'agriculture sur le territoire dans 30 ans et comment est-ce que j'aide ma population d'agriculteurs à être
ici, encore présents, à rendre ce service qui est indispensable à l'humanité, qui est de nourrir les gens, qui est d'ailleurs pas que de nourrir les gens, qui est aussi de préserver les écosystèmes, qui est de capter du carbone, etc. Comment est-ce que je rends plus vertueux ça? Comment est-ce que je rémunère justement ces agriculteurs-là? Et on veut éluder cette question. Donc on l'élude, on fait des solutions de court terme. Ça va servir, mais ça va engendrer des problèmes plus importants à long terme. Et ensuite, on sera au pied du mur, on ne saura pas quoi faire. Mais est-ce que les solutions, elles peuvent être locales? Est-ce qu'elles doivent être locales ou est-ce qu'on est forcément dans une stratégie nationale, voire européenne? Eh ben, en fait, c'est les deux. Je dirais même c'est les trois. On doit avoir des directives qui soient claires, qui soient. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui donne les directives? Eh ben, c'est l'Union européenne, c'est la France, c'est l'État. Donc on doit avoir ces directives qui sont claires, qui donnent des véritables directions. Ensuite, on doit avoir des acteurs qui s'en emparent en tant que consommateurs. Tous les citoyens sont consommateurs et peuvent s'approprier les solutions. Et puis on a des acteurs intermédiaires, les collectivités territoriales qui peuvent créer des systèmes locaux, les entreprises, les filières d'entreprises qui doivent aussi réfléchir à leur transformation et le faire en fait sans plus tarder, puisque les enjeux écologiques ne nous permettent pas d'attendre 30 ans pour changer nos systèmes. On doit tout faire dans les 10 prochaines années. Donc c'est-à-dire que tous les acteurs doivent se mettre à transformer leur système. Merci beaucoup Charles-Adrien Louis, à bientôt sur Bismart, une entreprise qui est justement en train d'opérer sa transformation, c'est Total, qui est devenue Total Énergie et qui accompagne les jeunes pousses de l'électricité et des énergies renouvelables. Voilà le thème de notre débat tout de suite. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact avec mes invités Thibaut Flichy, bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur du programme Total Energy On. À vos côtés, Édouard Hériprey, bonjour, le cofondateur de Time to Plug. Bienvenue à vous aussi. Allez, on pose un peu le décor. C'est quoi ce programme Total Energy On? C'est l'incubateur du groupe en quelque sorte? Bonjour Thomas Hugues, effectivement, donc Total Energy On est un programme d'accélération de start-up qui est basé à la station F et qui est consacré aux start-up qui se travaillent dans le business de l'électricité. Alors vous allez me dire pourquoi le business de l'électricité pour Total Energy? Nous sommes aujourd'hui en fait dans une transformation, alors qui s'incarne dans le changement de nom de Total à Total Energy, et on a la volonté d'être un producteur d'électricité. Nous investissons à peu près 4 milliards par an aujourd'hui dans des champs éoliens, dans des champs solaires. Et ce producteur d'électricité, on le veut aussi intégrer. Alors, on a aussi fait des investissements. Vous avez entendu parler de Saft dans les batteries, de Direct Energy pour la distribution d'électricité. On s'intègre tout au long de la chaîne. On investit plus de 10 milliards dans les 10 dernières années sur cette intégration avec des grands acteurs de la chaîne. Et puis, finalement, la vision que l'on a, c'est d'être dans un horizon proche, puisqu'en 2035, on souhaite être à 15% d'électrons dans la part du mix de Total Energy, et en 2050, à 50%. Donc vous voyez, c'est une vraie transformation, c'est quasiment une révolution chez Total Energy. Et pour ça, on a besoin du monde extérieur, on a besoin de l'innovation, et c'est aussi donc la raison profonde de la création de Total Energy On, un accélérateur de start-up dédié au business de l'électricité. Ouais. Vous faites partie, Édouard Hériprey, avec Time to Plug, de la première fournée, si j'ose dire, 10 premières start-up accompagnées par Total Energy. C'est quoi votre métier? La mobilité électrique, c'est ça? Alors, oui, bonjour Thomas. Effectivement, notre métier, c'est la mobilité électrique. Vous regardez un automobiliste de véhicules électriques, il a besoin de se recharger à la maison, au bureau, et puis à toute destination où il va s'arrêter à un certain moment. C'est un peu comme les smartphones finalement, où partout où on va, on s'arrête et on recharge son téléphone. Time to Plug a été créé pour accompagner l'automobiliste qui a besoin de s'équiper à la maison, mais également l'entreprise qui a besoin d'équiper ses parkings pour fournir des services de recharge. Et donc Time to Plug conseille à la fois ces clients-là sur le choix de la borne, sur l'installation et après sur la gestion des bornes, à savoir la gestion des accès, la tarification et l'optimisation énergétique. Et l'innovation, elle intervient où dans le modèle? Oui, alors on a créé une plateforme digitale qui permet aux automobilistes, aux entreprises de trouver facilement et rapidement la solution de recharge qu'ils recherchent. Vous rentrez sur le site internet de Time to Plug, vous trouvez toutes les informations nécessaires à votre activité autour de la recharge et la possibilité de trouver une solution chiffrée,
une estimation gratuite en quelques minutes qui correspond à votre besoin. Je vais prendre un exemple. On était avec un hôtelier la semaine dernière qui souhaite s'équiper pour fournir des services de recharge à ses clients, mais également pour attirer une nouvelle clientèle. Ce client-là, en arrivant sur notre site, va trouver les informations qui correspondent aux solutions correspondant à un hôtel. Et derrière, on va estimer son besoin, on va regarder son installation électrique. Et derrière, on va lui proposer une solution chiffrée, à la fois hardware, donc les équipements de bornes, mais également les questions de l'hôtelier, c'est de savoir comment je vais opérer mes bornes. Et là, on l'aide en lui fournissant des services pour gérer les accès, pour gérer la tarification et derrière pour optimiser la consommation énergétique. Thibaut Flichy, comment vous les choisissez et ensuite comment vous les accompagnez, ces startups? Alors, là, on a parlé de la mobilité électrique. Juste spécifier qu'en fait, on s'intéresse à l'ensemble du cycle de l'électron. Oui. Donc, on part de la production renouvelable de l'électron, en passant par le stockage, en passant par le trading de l'électron, en passant par la vente au B2B, au B2C, à nous tous consommateurs, et puis à l'utilisation de l'électron dans la mobilité électrique. Donc, c'est toute la chaîne qu'on souhaite couvrir. Et donc, ça répond en partie à la question de comment vous les choisissez. Oui. Il fallait que ce soit un peu dans tous les domaines. Effectivement, il faut que ça soit relativement large. Donc, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'était nouveau. Donc, on s'est lancé il y a maintenant un mois. Et sur la première cohorte, en fait, on a fait un appel à candidature. Très humblement, on ne savait pas très bien combien de startups on aurait pu... on peut imaginer que Total Energy, ça attire du monde quand même. Eh bien, figurez-vous que c'est le cas. Aujourd'hui, on a eu 230 candidatures et on en a sélectionné 10 dont Time to Plug fait partie et qui couvrent bien l'ensemble de cette chaîne, à peu près 2 parts verticales que j'ai décrites tout à l'heure. Ce qui montre que, oui, le business de l'électricité, il est là. La tech, elle est là aussi pour apporter l'innovation dans ce domaine-là. Et tant mieux, parce que c'est juste le futur, c'est l'énergie du 21e siècle. Et voilà. Et donc, la deuxième partie de la question, c'était l'accompagnement. Comment vous allez les accompagner? Pendant combien de temps? Avec quelles expertises ou quel levier vous allez activer pour ces startups? Alors, on a décidé, mais ça peut évoluer, parce que dans ce domaine-là, encore une fois, on apprend en marchant, mais on a décidé de partir sur 6 mois d'accélération. Et on propose finalement 3 choses majeures. D'abord, des bureaux à la station F, qui est quand même un écosystème remarquable avec des synergies. Ils ont accès à plus de 150 fonds d'investissement. Voilà, c'est quand même un très bel écosystème. Le deuxième pilier, c'est celui d'une accélération, on va dire, généraliste. C'est sur les sujets qui sont classiques dans une start-up. Je veux structurer mon go-to-market, ma stratégie web marketing. Et bien, en fait, on met en place qu'on appelait une plateforme type Doctolib, où je suis une start-up, j'ai cette problématique-là, et ben je peux prendre un rendez-vous d'1 heure, comme avec mon docteur, et je vais pouvoir avoir accès à l'expert le plus intéressant, un professeur d'HEC. Alors, on est en partenariat avec HEC Incubateur. Donc, un professeur d'HEC, un entrepreneur qui va pouvoir vous aider sur ce sujet-là. Et puis, le troisième pilier, qui est porté par Total Energy, qui est finalement l'expertise de nos experts, de l'électricité. Je prends l'exemple de Time to Plug. Ils ont beaucoup de sujets, par exemple, de gestion de bornes. Est-ce que la rencontre avec un expert de Total Energy sur ce sujet-là peut les aider? C'est ce qu'on met en place. Et puis, qui est très important pour les startups et ce qui vraiment plaît, ce qui est vraiment le fond de la proposition, c'est qu'en fait, on va vouloir tester leur innovation avec des vrais clients. Et donc, on va dire à Time to Plug, ta solution, tu nous promets qu'en quelques clics, on va accélérer la transition énergétique en mettant plus de bornes chez nos clients. Testons-le en réel avec nos propres clients. Voilà, c'est ça qu'on est aujourd'hui en train de mettre en place. Et c'est la vraie force de proposition. Finalement, on est une grande compagnie, un peu ancienne, mais on a cette force, cette industrialisation. En fait, on est des gens qui mettons à l'échelle. Et face à une innovation aussi intéressante que celle que l'on a dans nos batchs de start-up, c'est le mariage des deux qui fait qu'on peut vraiment accélérer les choses. Alors je vais vous poser à peu près la même question, et vous allez faire sans doute une réponse approchante, mais dans toute la liste qui vient d'être détaillée par Thibaut Flichy, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le dernier élément, la confrontation plus rapide aux clients, les experts, qu'est-ce que vous feriez ressortir prioritairement? Alors déjà, il faut bien comprendre le marché dans lequel on se situe. En France, à fin 2021, on a à peu près 400 000 bornes qui sont installées à la fois au domicile et dans les entreprises.
Si on regarde par rapport à la vitesse d'adoption des véhicules électriques, c'est plus de 4 millions de bornes qui devront être installées d'ici 2030. Donc le besoin, il est énorme. On voit qu'en France, on est en train d'accélérer sur le déploiement. Mais la disponibilité des bornes de recharge reste le frein majeur de l'adoption des véhicules électriques. Donc il est primordial d'arriver à accélérer le déploiement des bornes de recharge et derrière de proposer des services de maintien et de gestion des bornes. Et c'est la promesse de Time to Plug, c'est de faciliter l'industrialisation des bornes et de permettre de les déployer à grande échelle. Et c'est là où, avec Total, on peut vraiment se compléter, c'est que Total Energies a 3 millions de clients à qui ils vendent de l'énergie, des demandes quotidiennes de clients qui souhaitent installer des bornes. Et nous, on veut devenir le partenaire qui va les aider à déployer plus rapidement des bornes et à gérer davantage de bornes. C'est vraiment comme ça qu'on inscrit notre aventure dans l'accélérateur Total Energies. Aujourd'hui, très concrètement, on bénéficie d'un accès privilégié à une expertise métier du côté Total Energies, qui a une très bonne connaissance de la gestion des bornes. Et puis, comme le disait Thibault, on a accès à ce réseau d'experts, notamment auprès de l'incubateur HEC, qui nous permet, sur différentes problématiques de go-to-market, de marketing digital, d'avoir des solutions rapides et de pouvoir accélérer notre déploiement. Vous parliez de la transition qui est quand même majeure, historique, que le groupe Total Energy est en train d'opérer. Est-ce que, comment je peux dire ça, est-ce que c'est pas encore plus vite que prévu? Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à ce que le board avait pu imaginer il y a 5 ans, est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus vite? Est-ce que chaque année vous dites mais il faut qu'on accélère la transition, il n'y a pas de choix? Le sujet de la transition, il est majeur. Je pense qu'en interne, chez Total Energy, on est tous convaincus qu'il faut y aller. Et vraiment, tout ce que l'on met en place aujourd'hui en termes d'investissement, encore une fois, 4 milliards, et on est les premiers en France, en fait. Lorsqu'on prend le montant d'investissement dans les renouvelables, on est les premiers en France et on doit être les 5e dans le monde. Est-ce que c'est assez rapide? C'est une vraie question. Et on entend ce qui se dit, en fait. Il y a des gens ils ont peut-être raison. Ce sont des lanceurs d'alerte, il faut les écouter. Est-ce que c'est assez rapide? Ce qui est certain, c'est que si on pouvait appuyer sur un bouton pour passer d'un système A, qui est ce système thermique qui a fait la croissance de nos continents, et du système B, qui est ce système non décarboné, si on pouvait appuyer sur un bouton pour le faire et pour passer aujourd'hui, je pense qu'on le ferait tous. Bien sûr. Voilà. La réalité aujourd'hui, c'est que on est dans un monde industriel, un champ solaire, un champ éolien dont je parlais, et on a l'équivalent aujourd'hui déjà de 6 centrales nucléaires en champ éolien, un champ solaire. Donc, je veux dire, la transition, elle est déjà vraiment présente chez Total Energy. Mais, un champ solaire, un champ éolien, c'est entre 5 et 7 ans. Donc, oui, la transition, il faut aller plus vite. Et je pense que pour aller plus vite, en fait, il faut qu'on se mette tous autour de la table. C'est-à-dire que les industriels, et vous voyez, on y est, et d'autres encore, et les startups font partie de cet écosystème-là. Mais aussi les États qui doivent prendre des décisions peut-être pour accélérer les choses. On voit ce qui a été pris comme décision sur la voiture électrique. Et bien ça fonctionne. Et vous voyez, on y est, grâce aux décisions qui ont été prises d'interdiction, par exemple, de la voiture thermique, en 2035, les choses avancent dans ce domaine-là. Et puis peut-être aussi tous les particuliers, nous tous en fait, comment nous, au quotidien, on peut économiser de l'énergie. Et quand on sait que si on faisait tous un petit geste, on peut économiser 20% d'énergie. Voilà, c'est donc tous avec des énergies positives qu'on peut faire ça autour de la table et faire avancer les choses. Merci beaucoup. On va terminer sur ce mot qui est toujours important et qu'on prononce tous les jours dans cette émission, le mot sobriété, parce que ça démarre par là. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce programme d'accélération des startups de Total Energy. Total Energy On. On passe à Smart Ideas, la mode responsable au programme. Smart Ideas avec Maxence Cloître, bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur d'Albatras. Vous l'avez créé quand et avec qui? C'était pendant vos études, c'est ça? Oui, c'est ça. On a créé la société en avril 2021 avec 2 amis. Donc nous, on est tous les 3 de Lille. Donc avec Arthur et Clémentine. Et donc on a décidé de créer la marque de vêtements et accessoires Made in France éco-responsable Albatras. Ouais. Des études de quoi d'ailleurs? Alors avec Arthur, on a fait une école de commerce, KEMA, de Lille. Et Clémentine a fait Sciences Po. D'accord. Quelle ambition, quelle idée de départ quand vous dites on se lance? C'est quoi? Vous voulez peut-être changer déjà vous étiez en train de changer vos habitudes, vos comportements. Pourquoi vous vous lancez? Déjà, il y a
on a tous les trois un esprit entrepreneurial, où on a envie de créer quelque chose, de faire quelque chose nous-mêmes. Et on est tous les trois amis de longue date, on en a déjà discuté plein de fois. Et Clémentine, qui a vraiment un gros aspect pour la mode, elle adore ça. Et donc on a beaucoup parlé autour de tout cet univers, ce domaine qui aujourd'hui devient de plus en plus sur la fast fashion, où on a des collections qui sortent toutes les 2 semaines dans les grosses entreprises. Et on se dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose sur ce sujet. Et donc petit à petit, on a essayé de développer nos propres produits, donc des t-shirts, des sweats et des sacs en voile de bateau recyclés, par exemple. Et donc aujourd'hui, voilà, on essaie de se développer petit à petit, donc déjà sur cet univers-là. Et aujourd'hui, on essaie de se développer sur toute la partie entreprise, où il y a un réel besoin sur les entreprises avec les politiques RSE qui se mettent en place, et donc d'aider vers la personnalisation de vêtements, d'accessoires pour les entreprises. D'accord, donc c'est à la fois du B2C, mais aussi une clientèle d'entrepreneurs. Quand donc vous dites on est un peu dans l'anti-fast fashion ou ultra fast fashion, ça passe par quoi? Le point de départ, c'est le choix des matériaux, ça c'est déjà le plus important? Aujourd'hui, c'est l'endroit de fabrication. Aujourd'hui, on fait uniquement en France, donc à Bobigny par exemple, à Marseille. On a différents ateliers partenaires avec qui on travaille. Il y a la partie matière, où on va utiliser du coton biologique, du polyester recyclé, des matières déjà utilisées, comme les voiles de bateau par exemple, qui ont déjà eu une vie auparavant, qu'on transforme en sac. Après, aujourd'hui, par exemple, on reverse également 5% de notre chiffre d'affaires à l'association One Voice. C'est quoi déjà One Voice? Ils défendent et ils protègent les animaux dans le monde. Et donc c'est un engagement supplémentaire que l'on a souhaité. Et le dernier engagement, on va dire que c'est la réinsertion sociale et professionnelle, où on essaie de travailler au maximum avec des entreprises, des ateliers qui favorisent cette réinsertion. Quand vous lancez la dernière nouveauté dans la gamme, ce sont ces sacs de voyage dont vous parlez? Oui, on a lancé les sacs en voile de bateau recyclés en début d'année, donc en septembre. Et ensuite, on a sorti les sweats en polyester recyclé et en coton biologique, donc qui est notre dernière nouveauté. Alors, quand vous décidez de lancer ces nouveaux produits, le point de départ, c'est d'identifier la filière, d'identifier la matière première. Je reviens à ma question de tout à l'heure. C'est le design, c'est quoi? Comment Déjà, nous, on essaie de faire des produits simples qui vont plaire au maximum de personnes, parce que le but étant de garder le produit longtemps, qu'il soit durable. Donc, on ne va pas faire un design très développé, parce que le but étant que ça dure longtemps, et ensuite d'utiliser les bonnes matières. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le coton biologique, on sait que c'est très résistant, donc on utilise un grammage assez épais, et ensuite le polyester recyclé, parce que la matière recyclée, aujourd'hui, c'est une très bonne matière sur le marché. Dans le modèle, il y a une autre logique, c'est la logique de précommande. Pourquoi c'est important? Parce qu'on produit uniquement ce qui est utile, en fait. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, faire une période de précommande de 45 jours, les clients vont pouvoir commander sur notre site internet pendant 45 jours. Et à la fin de ces 45 jours, on va lancer la production. Donc on va uniquement produire ce qui est acheté, en moyenne plus ou à moins 5% pour les retours ou les échanges. Mais voilà, au moins ça permet d'éviter de créer par exemple 1000 pièces, en vendre 500 et en jeter 500. Là on a 500 ventes, on en produit 550 et voilà, on arrête là. Merci beaucoup Maxence Cloître d'être venu nous présenter Albatras, marque de mode responsable. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.